Ce qui est formidable dans notre métier, c'est notre capacité à construire des applications ou des systèmes complexes. Ce qui est moins formidable, c'est quand notre direction ne nous voit que comme de simples exécutants simplement bons à aligner des lignes de code. Même dans des contextes où nous ne sommes pas l'utilisateur final d'une application, notre connaissance peut apporter énormément. Mais alors, comment mieux construire son équipe ? Faut-il se contenter d'une feature team? Et surtout, les devs doivent-ils rester entre devs? Pour répondre à ces questions d'équipe, je ne reçois pas Didier Deschamps, mais il s'y connaît en sélection. Jérémy, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Jérémy, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr, oui. Donc, je m'appelle Jérémy Krebs, j'ai 30 ans. Je suis passionné d'informatique depuis un petit peu avant, au début de l'adolescence, on va dire, et particulièrement du web. Je savais pas mettre de mots vraiment sur pourquoi le web m'intéressait tant à cet âge-là. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, je sais que c'est parce que c'est un des rares métiers où tu peux arriver dans une boîte, bosser sur un sujet, le lendemain c'est déjà utilisé par les clients, et donc ça c'est extrêmement gratifiant. Donc ensuite j'ai fait des études plutôt généralistes avec beaucoup d'informatique, et j'ai lancé une première boîte pendant 1 an et demi qui a pas autant fonctionné que l'actuel. Maintenant, du coup, j'ai cofondé avec 2 associés Matera il y a un peu plus de 5 ans, dont je suis le CTO. Et donc aujourd'hui, ça représente entre 250 et 300 personnes et 50 personnes en tech and product. Ok. Je te rejoins complètement sur cette passion pour la tech. Moi, j'ai commencé très tôt à être développeur aussi. J'avais 11-12 ans quand j'ai commencé à coder. Et c'est vrai que cette capacité de pouvoir montrer un produit final à ton entourage, à ta famille, il y a une espèce de fierté. Je me demande si tous les développeurs, si on n'avait pas été dev, si on n'aurait pas été je sais pas, ébéniste, potier, enfin tu vois, faire pareil, tu vas faire quelque chose aussi avec nos mains, parce qu'au final c'est ce qu'on fait dans notre métier, c'est qu'on fait le truc avec nos mains, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors moi j'ai toujours été nul sur les boulots manuels finalement. Je me suis toujours dit que si j'étais pas dev, si les sciences m'avaient pas intéressé ou que j'étais tout simplement mauvais en sciences, je pense que je serais parti peut-être plus sur quelque chose dans le légal, être avocat, ou parce que du coup il y a une liste de règles, c'est quand même un boulot assez logique, assez rationnel, en tout cas la vision très limitée que j'en ai, et que ça aurait pu être une opportunité pour moi aussi. Ouais. Est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites chez Matera? Bien sûr, oui. Donc chez Matera, en fait, on permet aux copropriétaires de gérer leur immeuble sans passer par un syndic professionnel. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va mettre à disposition un outil, un SaaS du coup, qui va permettre de gérer tous les aspects de sa copro de manière simple, sans connaissance surtout. Ça c'est assez important. Il y a un aspect assez fort produit, démagogique, on va dire, sur notre produit, parce que les aspects comptables, les aspects légaux ou tout ce qui concerne les travaux, c'est 3 sujets qui sont très techniques, très complexes. Et notre boulot, c'est pas de faire monter en compétences pendant des années nos clients sur ces aspects-là, c'est de faire un produit qui est assez didactique et qui est assez simple et qui automatise assez de choses pour que ce soit utilisable par des novices. Et bien sûr, à côté, on a aussi des experts en interne pour répondre aux questions un peu plus spécifiques de nos clients avec lesquels on ne peut pas répondre avec un produit. Ok. Donc du coup, c'est un outil où la complexité, elle est quand même, j'imagine, aussi dans cette nuage légal de calcul, de comptabilité, où du coup, tu as quand même une nécessité de rigueur et tout un ensemble de processus qui peut être assez lourd à gérer. En fait, ouais, du coup, tu vas avoir 2 types de complexité. Les complexités un peu métiers comme ça sur, on a écrit un moteur comptable de zéro, on a fait des fonctionnalités pour qu'on puisse faire un processus d'assemblée générale de A à Z complètement automatisé, surtout où on prend par la main nos utilisateurs. Et en fait, toutes ces fonctionnalités-là vont toujours être liées entre elles, imbriquées via de l'automatisation. Et du coup, aussi, gérer ce couplage, forcément, qui est quelque chose qu'on n'aime pas trop en tech, c'est forcément assez compliqué aussi. Ouais, j'imagine. Et alors, donc, du coup, c'est combien de devs aujourd'hui chez Matera ? 35.
35, donc c'est quand même déjà une belle équipe. Est-ce que tu peux du coup commencer à est-ce que du coup tu peux commencer à nous parler un peu de comment tu as structuré cette équipe tech? Alors du coup, pendant 2 ans, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on n'était que 3 en tech, 4 avec Victor, mon associé en product. Et contrairement à pas mal de boîtes, on se posait assez peu de questions sur quelles sont les fonctionnalités qu'on doit faire. C'est un peu l'avantage. Alors l'inconvénient d'avoir beaucoup de complexité métier, c'est que tu as beaucoup de complexité métier. L'avantage, c'est que il y a tellement de choses qu'on était obligé de pouvoir faire sur notre produit pour pouvoir vendre notre produit, et ben, qu'on avait un tunnel dans lequel on pouvait dérouler. Et c'est que, du coup, pendant l'été 2019, qu'on a commencé à recruter en tech. On a fait une levée de fonds et c'était le moment où on avait envie de faire une application mobile, de fournir un produit d'assurance à nos clients, de devenir une néobanque pour gérer aussi, permettre à nos clients de gérer l'aspect financier, on va dire, directement sur la plateforme. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dû recruter. Comme il ne faut pas recruter 4 fois plus de devs pour aller 4 fois plus vite, mais 10 fois plus, on s'est allé ensuite assez vite. On est passé en quelques mois de 3 à 10, 12, 15, 20, jusqu'à aujourd'hui 50 en tech and product. Et on a commencé naturellement par s'organiser à partir du moment où on avait une douzaine de devs en feature team, ce qui est, je pense, le modèle le plus répandu dans les équipes qui dépassent 8-10 devs, où du coup chaque équipe avait un scope fonctionnel dédié. Donc il y en avait qui bossaient sur le cœur comptable, on va dire. Il y en avait une équipe qui bossait plus sur les fonctionnalités opérationnelles, donc la gestion des fournisseurs, des contrats, des travaux. Une équipe qui bossait à cette époque-là sur les outils internes. On avait une squad dédiée et une équipe qui bossait sur l'application mobile. Donc ça a fonctionné pendant plus d'un an, presque 2 ans. Et en fait, ça aurait pu continuer de fonctionner, mais on a décidé avant quand même que ça nous avait plu de passer en Impact Team, qui est un modèle un petit peu différent, qui nous a permis d'aligner complètement la tech et le business, parce qu'il y a 2 biais qu'on commençait un petit peu à ressentir ou qu'on pouvait ressentir qu'on allait avoir dans le futur avec les feature teams. Le premier, c'est que quand ça fait 3 ans que tu as une Impact Team qui bosse sur le même socle fonctionnel, en début de trimestre, tu te dis toujours comment est-ce que je peux améliorer mon process d'assemblée générale. Quand tu as fait ta 15e itération dessus, au bout d'un moment, forcément, ta valeur ajoutée commence à être marginale. Alors que si tu avais mis cette équipe au service, par exemple, des sales ou du marketing, en fait, l'impact sur la croissance de ta boîte aurait été vachement plus important. Ça, c'était le premier biais. Et puis le deuxième, c'est que tout simplement, pour des raisons d'autonomie, on se rendait compte que on utilisait la méthode des OKR qui est aussi un petit peu répandue chaque trimestre pour définir les objectifs de la boîte, et on se rendait compte qu'en fait, on avait défini les chantiers tech et qu'ensuite, on essayait de les faire coller aux objectifs de la boîte. Alors que, en fait, la stratégie, elle doit découler des objectifs stratégiques, et donc les impacting nous ont aussi permis de mettre ça en place, quoi. Donc en fait, il y a eu cette réalisation que vos features, il y a un moment, tu parles de cette progression marginale. C'est quoi? C'est inhérent au contexte, au métier dans lequel vous êtes, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux pas faire beaucoup mieux. Tu vois, j'essaie de voir, je trouve ça intéressant cette réalisation, cette épiphanie presque. Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion? Ce qui nous a amené à cette réflexion, c'est qu'on s'est rendu compte que dès qu'on avait tout le temps des retours clients, par exemple, sur le fait que ou alors on se rendait compte, nous, l'équipe Customer Success, que par exemple le flow d'assemblée générale, on n'avait pas autant de clients que ce qu'on voulait, qui arrivaient à le faire complètement tout seul, sans poser une question au support, sans qu'on les accompagne. Et ça nous donnait envie en fait de continuer à bosser dessus, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as bossé pendant 3 ans, tu as itéré sur cette feature quasiment chaque trimestre. Et à côté de ça, en fait, on avait historiquement aussi, parce qu'on a Victor, mon associé, un CPO depuis le début de la boîte, qu'on a une vraie vision produit, qu'on est centré sur l'utilisateur depuis le tout début, que en fait tous nos squads quasiment bossaient intégralement sur la satisfaction client. Et qu'en fait, on avait très peu d'efforts tech qui étaient mis à la croissance de la boîte, c'est-à-dire aux équipes sales, onboarding, CSM. On avait une équipe à un moment qui bossait sur des outils internes, mais c'était pas très structuré, quoi. Ok, donc en fait, il y avait une volonté première de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tickets remontés par des clients, mais pas forcément de gagner des nouveaux clients, c'est ça? Ouais, on peut résumer ça comme ça. En tout cas, je dirais que tu as un biais que tu as dans pas mal de boîtes qui est que l'équipe produit, des fois, il n'y a pas d'équipe produit, il n'y a que des techs, et ils sont drivés directement par les sales. Ils vont avoir des urgences, changer d'un bout à l'autre, ce qui n'est pas bien. Nous, on avait plutôt le penchant un peu extrême, c'est-à-dire qu'on était obsédés par nos clients.
Et pour la croissance de la boîte, en fait, il y avait plein d'outils qu'on aurait pu faire pour simplifier le travail des sales, des onboarders et des CSM. Et ces sujets, on les priorisait jamais parce que notre point d'entrée, c'était toujours la satisfaction client, les problèmes qui remontaient du support. Et donc, on avait un gros blind spot, en fait, sur du potentiel de croissance, comment mettre la tech au service de la croissance de la boîte. Et donc, du coup, comment est-ce que vous avez réorganisé tout ça pour, du coup, répondre à cette problématique? Alors, ça peut donner l'impression, déjà d'un point de vue organisationnel, ça peut donner l'impression comme ça que c'est un tout autre modèle et qu'on a tout cassé, qu'on a tout changé. Dans les faits, on avait globalement les mêmes équipes en tech and product. Ça a changé surtout l'organisation de la boîte sur la manière dont on définit nos objectifs. Donc, la première chose à faire, c'est de définir tes North Star métriques, les métriques les plus importantes pour la boîte. Donc ça, on a défini que c'était l'ARR, donc le revenu récurrent, le montant de contrat de nos clients qu'on signe chaque année. Le deuxième, c'est toujours la satisfaction client, parce que ça reste toujours un de nos piliers. Et le troisième, c'était la satisfaction des Materani, donc de nos salariés. Donc ça, c'est les 3 points les plus importants. Et ensuite, on va découper ces North Star métriques en ce qu'on appelle des business equations. Donc, ton ARR, c'est fonction de ton taux de conversion, du nombre de leads que tu génères sur chaque canal, etc. Tu peux découper ça sur plusieurs niveaux, sur le niveau 1, niveau 2, etc. Sur sur certaines de ces métriques, on a des business owners, donc par exemple notre head of sales qui est responsable du taux de conversion. Mais après, tu peux avoir chaque team lead sales qui va être responsable des métriques pour son équipe. Et donc ça, c'est la structure, on va dire, de comment tu mesures ta performance, on va dire, au sein de la boîte. Si tu découpes intelligemment en business equations et que tu as de la data de qualité, donc que tu es capable de mesurer ton taux de conversion intelligemment, ton revenu sur chaque canal, etc. Déjà, tu peux piloter un peu intelligemment ta boîte. Et ensuite, on a collé l'orga produit là-dessus, c'est-à-dire que chaque trimestre, nous, on fonctionne en quadrimestre. Donc, chaque quadrimestre, tu décides un peu des priorités stratégiques de la boîte. Bon, en vrai, elles ne changent pas d'un trimestre à l'autre. Par exemple, nous, on a décidé que le taux de conversion, c'était un super enjeu pour nous sur l'année, peut-être pendant beaucoup plus longtemps, mais en tout cas, c'était un enjeu assez important. Et donc, on a une squad qui bosse énormément avec Robin, donc avec notre business owner sur le taux de conversion, pour trouver tous les leviers qui vont pouvoir nous permettre d'améliorer le taux de conversion. Donc, tu as une vraie relation déjà entre le product manager et le business owner, parce qu'ils vont aussi discuter de sujets qui ne sont pas tech and product, de chantiers que le business owner et que les sales pourraient lancer eux de leur côté pour être plus efficaces, et surtout trouver aussi tous les leviers possibles d'amélioration de ce KPI, tous les streams qui vont nous permettre d'améliorer notre taux de conversion. Donc du coup, dans cette organisation d'équipe, tu as ton business owner, ton product manager, dans ta squad, après tu as des devs sur différentes compétences, j'imagine. Et du coup, comment parce qu'un product manager, il a quand même une vision, il a un morceau du produit entre les mains. Là où le business owner, lui, comme dans ce que tu nous décris, il a une problématique quand même un peu plus globale, qui du coup peut toucher à tous les morceaux de ton application. Comment du coup tu as redéfini le rôle aussi du product manager ou Absolument. Du coup, effectivement, c'est l'un des buts, c'est l'une des conséquences de ce changement en Impact Team, c'est que en début de trimestre, une squad, elle ne doit pas améliorer une partie du produit, elle doit résoudre un problème business ou améliorer un KPI business. Et donc ça change effectivement totalement la manière dont les products vont faire leur roadmap, la stratégie, embarquer les devs dedans, bien sûr, parce que à chaque fois, la squad est vraiment intégrée là-dessus, et puis les product designers aussi. Nous, dans chaque squad, on a la Triforce Product Manager, Product Designer, Engineering Manager et des devs. Mais c'est effectivement des conséquences assez importantes du passage en Impact Team. Chaque squad peut être amené à bosser sur n'importe quelle partie du produit. Donc, des squads peuvent être amenés éventuellement à se marcher sur les pieds. Dans la pratique, ça n'arrive pas parce que dans les quelques cas où tu vas avoir des squads qui veulent bosser sur la même partie du produit en même temps, elles peuvent se coordonner. En tout cas, à notre taille, elles y arrivent encore. Et ça t'impose du coup d'être très très bon en partage de connaissances parce que une squad qui a bossé sur une fonctionnalité doit peut-être que demain c'est les autres squads qui vont bosser dessus, et donc il faut que la connaissance produit et tech et l'historique aussi pour tout le produit historique qu'on a construit depuis 5 ans arrive à passer facilement. Donc ça t'oblige du coup d'avoir une code base qui est hyper propre, hyper homogène. Du coup, c'est quoi tes secrets pour maintenir une code base propre et homogène? Alors, je pense que c'est les enjeux de chaque CTO, bien sûr. Je
pense que déjà, c'était quand même un avantage de bosser pendant 2 ans à 3 devs qui n'ont pas bougé globalement pendant 2 ans, parce qu'on s'est mis d'accord sur des best practices, on les a appliquées, et quand les autres devs nous ont rejoints, il y avait une code base qui était déjà assez grande, assez importante, avec des best practices homogènes, du coup, parce que c'est les 3 mêmes personnes qui ont bossé dessus pendant 2 ans. Et donc, c'était vachement plus facile pour eux de naturellement, en fait, réappliquer les mêmes best practices et que ça ne diverge pas. Maintenant, forcément, c'est plus compliqué parce qu'on est encore plus grand, le produit est plus grand, il y a des microservices différents, etc. Mais ça passe par nous, ce qu'on essaie de faire, on essaie de mettre en place des chapters, donc des groupes avec les dev back les plus expérimentés, un groupe avec les dev front les plus expérimentés, qui doivent avoir une certaine omniscience sur la manière dont on fait du front ou du back dans la boîte. Donc, ils font beaucoup de points d'architecture. En tout cas, c'est en train de s'orienter vers ça. Ils font beaucoup de pair programming, ils font beaucoup de pair review. Le but étant justement de s'assurer que les pratiques de squad ne divergent pas d'une squad à l'autre. Et puis après, on a une documentation interne assez conséquente sur Notion pour justement que tous les nouveaux, tous ceux qui bossent sur des technos sur lesquels ils n'ont pas bossé, arrivent à monter en compétences rapidement. Mais du coup, ces référents techniques que tu évoques sur le back, le front et sûrement d'autres domaines encore, ils appartiennent à une squad ou du coup, petit à petit, en fait, ils s'extraient de l'ensemble des squads et ils ont une vision un peu plus globale? Alors aujourd'hui, ils appartiennent encore au squad. Et je pense que les chapters, c'est assez important qu'il y ait des devs dedans qui appartiennent au squad. On n'a pas encore de track contributeurs individuels avec des contributeurs individuels qui ne font pas partie de squad. Par contre, c'est quelque chose qu'on est en train de définir en ce moment même. Là, on commence à sentir le besoin d'avoir au moins une personne en back, un staff engineer qui ne sera pas dans une squad particulière et qui aura du coup un peu plus de temps pour bosser sur des sujets techniques, pour faire de l'archi, du pair programming, identifier les évolutions technologiques qu'on a envie de faire sur chaque techno, les choses qui pourraient exploser dans 6 mois, et assurer l'homogénéité, le mentoring, etc. Okay. Alors, pour essayer de creuser un petit peu sur comment tu structures ces équipes, enfin ces squads, dans ce mode d'impact team, déjà pour commencer, qui participe à cette décision enfin, comment tu découpes tes différentes... alors, j'ai oublié le nom que tu as donné, les business objectives ou business equations. Business equations. Donc, qui participe à la définition de ces business equations? Alors, les business equations, c'est entre guillemets un fait, c'est pas une question de choix. C'est ton ARR, il est divisé par tes contrats que tu signes, ton taux de conversion, ta lead gen, etc. Donc, c'est un travail qui a été fait principalement par notre head of data, notre head of product et notre CPO. Et une fois que ça c'est établi, c'est quelque chose qui change assez peu. Alors, bien sûr, tu peux découper un niveau de granularité un petit peu supplémentaire pour que chacune de tes squads sales, par exemple, ait aussi des objectifs un peu plus granulaires, alors que tu ne mettras jamais une équipe produit sur une squad en particulier. En tout cas, chez nous, ça n'a pas trop de sens parce que tu peux toujours avoir de l'impact sur plusieurs squads sales d'un coup. Et après, les enjeux, c'est plus sur comment est-ce que tu définis les bons sujets sur lesquels vont bosser tes squads. Donc ça, en fait, on a des product strat review tous les quadrimestres où c'est intervention de la Triforce d'une squad, du business owner et des C-level. On fait le bilan globalement de ce qui s'est passé sur le dernier quadrimestre et de la roadmap éventuelle sur le prochain quadrimestre. Et en fait, c'est le moment où on va discuter de débat, s'il y a débat il y a. Il peut y avoir un débat sur est-ce qu'on garde le focus de ces squads? Est-ce que, par exemple, les sujets qui peuvent arriver, qui ne nous sont pas encore arrivés, c'est on pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire en tech and product pour améliorer le taux de conversion. Et auquel cas, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de mettre trop d'efforts. Donc, on va trouver un sujet complètement différent. On peut changer le KPI qu'on mesure sans que ça ait trop d'impact sur la roadmap. C'est-à-dire, par exemple, on avait une squad qui bossait beaucoup sur le NPS, donc sur la satisfaction de nos clients. Plus exactement sur un sous-KPI de ça, qui était la charge mentale ressentie par nos clients. Alors, petit warning, c'est assez compliqué à mesurer, on faisait des surveys, etc. C'est un peu une indication que peut-être que c'est pas ce que tu as vraiment envie de mesurer complètement. Et on s'est rendu compte qu'on avait eu beaucoup d'impact, en fait, et qu'on était vraiment satisfait du NPS de nos clients, de la satisfaction de nos clients, et que maintenant, ce qu'on aimerait peut-être plutôt tacler, c'est le churn, qui est en fait l'inverse de ta satisfaction, entre guillemets, mais qui lui a une notion un peu supplémentaire de pondérer tes gros clients, et donc peut-être que tu vas bosser sur des sujets un petit peu différents. Donc ça, c'est un autre type de débat qu'on peut avoir, et puis après, on peut avoir des petits débats sur prioriser la roadmap si on sent
si les C-level sentent en fait, parce qu'ils ont une bonne connaissance du marché ou qu'ils ont discuté stratégie, en fait on peut aider la squad à avoir plus d'impact en bossant sur un sujet avant un autre, par exemple. Ok. Du coup, tu évoquais ce cas où tu peux avoir une business equation sur laquelle on peut plus travailler. Tu vois, il y a plus besoin donc on change du coup de KPI. Mais tu peux aussi avoir le paramètre inverse. Tu vois, tu parlais du coup notamment de l'onboarding, du taux de conversion. Tu vois, on peut toujours améliorer le taux de conversion. Mais j'ai même envie de dire que c'est un gros chantier. Tu pars même le cas inverse où tu pars une squad qui te dit en fait il faut une deuxième squad pour le même sujet. Parce que une squad, il faut quand même limiter le nombre. Il peut pas avoir une squad de 30 personnes, sinon c'est plus une squad. Comment tu gères du coup ça? Du coup, tu vas splitter ton truc. Ou tu grossis jusqu'à une certaine taille. C'est quoi la règle? Alors, on s'est un petit peu posé la question parce qu'on commençait à avoir des squads qui allaient s'empiéter un peu ou dont les KPI faisaient que les deux squads auraient pu bosser sur les mêmes sujets. En tout cas, il y avait des sujets en commun. Et donc, on a pris le parti de vraiment trouver des KPI qui permettaient de séparer les ownerships. Et après, bien sûr, les squads communiquent énormément. Les PM vont beaucoup discuter entre eux. Mais justement, on avait ce sujet avec deux équipes qui allaient bosser beaucoup sur la première mesure de satisfaction de nos clients, sur la partie onboarding, on va dire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que il y a une squad qui va effectivement bosser sur la première mesure de satisfaction de nos clients, donc le NPS qu'on mesure, on va dire 3 mois après avoir onboardé un client. On s'est rendu compte que la première mesure de NPS d'un de nos clients, généralement, allait induire les satisfactions futures. Et donc, si on avait un impact dès le premier NPS, on allait avoir beaucoup d'impact sur la satisfaction de nos clients. Et l'autre squad va bosser plus sur l'efficacité de l'onboarding et donc potentiellement plus des outils pour que les onboarders soient plus performants, leur éliminer le plus possible de tâches automatisables, ce genre de choses. Donc la séparation n'est pas complètement nette, mais du coup, on va quand même avoir une squad qui va s'orienter où les users principaux, ça va être, en tout cas pendant un certain temps, les onboarders, là où les autres, ça va être de la pédagogie et vraiment amener le client par la main sur ses premiers mois. Donc en fait, tu rajoutes une granularité en fait pour distinguer le boulot de chaque squad. Oui, absolument. Et du coup, cette granularité, est-ce que, tu vois, de manière générale sur les business equations, est-ce que du coup c'est la même logique sur les personnes qui décident les business equations qui vont décider cette changement de granularité, ou du coup c'est la squad qui va te dire là on a besoin de plus de monde parce qu'en fait on a différents sujets, donc qui vont te dire voilà les 2 ou 3 sujets sur lesquels il faut traiter, et du coup tu attribues des squads dessus? Alors le plus possible, ça va être bottom-up, c'est-à-dire que les squads vont se rendre compte qu'ils vont avoir des sujets en commun, etc. Des fois, ils ne le détectent pas forcément parce que tant qu'ils n'ont pas fait leur discovery, tant qu'ils n'ont pas identifié les sujets sur lesquels ils vont bosser, c'est un peu compliqué de voir que tu te marches dessus. Et donc, c'est aussi un des rôles des head-off et des C-level de se rendre compte en fait qu'il y a deux squads qui sont trop proches et qu'elles risquent de se marcher dessus et que du coup, ça serait un peu plus intelligent de les séparer de telle manière. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai perdu ma question? Donc, tu as cette organisation par impact team. Les squads, chaque personne choisit à quel squad il veut appartenir, ou toi, tu as un rôle du coup de sélectionneur où tu choisis qui tu mets où, ou juste tu vas rééquilibrer les groupes qui ont été formés de manière démocratique, on va dire? Alors, déjà, la transition, si on revient à l'origine du passage en Impact Team, on a gardé globalement, on a gardé le même nombre d'équipes. Donc les équipes étaient, on n'a pas eu à refaire l'organisation depuis le début. Mais effectivement, dans un monde idéal, tu peux permettre aux devs de choisir leur équipe. Mais bon, dès que tu commences à avoir 10 équipes, tu vas forcément avoir des déséquilibres. Si les devs choisissent l'équipe dans laquelle ils vont bosser, tu vas forcément avoir des déséquilibres. Donc après, c'est tout l'enjeu, je pense. C'est assez important d'être capable de staffer correctement les équipes, ce qu'il faut pour le business. Et ensuite, si il y a des appétences, d'essayer de les respecter, les appétences des devs, et éventuellement de faire tourner les devs d'équipe. Donc, on essaye de mettre des choses comme ça en place. Donc, moi, je demande assez régulièrement aux équipes et on veut que les devs le remontent à leur manager si, à un moment, ils trouvent que le sujet leur plaît pas et voir si, dans ce cas-là, on va plutôt sur le prochain recrutement. Au lieu que le nouveau recrutement aille dans une nouvelle équipe, hop, on va faire bouger la personne qui veut bouger de squad et le nouveau recrutement va rejoindre cette équipe. Donc, c'est des choses qu'on essaye de faire. Malheureusement, tu ne peux pas toujours, à chaque instant,
respecter les désirs de tout le monde, mais c'est assez important en tout cas d'avoir une organisation flexible et on veut que les devs puissent bouger du jour au lendemain. Dans les faits, il y a un vrai sentiment d'appartenance à chaque squad qui se crée parce que les devs sont intégrés super tôt en fait, au process de réflexion de produit. Le fait d'avoir aligné complètement la tech et le business fait que les devs sont encore plus motivés par les sujets sur lesquels ils bossent, sont vraiment intégrés avec les products sur la vision, la roadmap, l'établissement de la stratégie. Et donc, en fait, tu leur demandes est-ce que ça t'irait de bouger d'équipe? Ils disent ah non, j'adore mon équipe, j'adore mes collègues. Je vais rester dessus. Et l'un des avantages des Impact Teams, c'est que vu que tu peux être amené à bosser sur n'importe quelle partie du produit, il y a finalement assez peu d'équipes où tu peux vraiment dire les sujets ne m'intéressent pas, j'ai envie de faire autre chose. Parce qu'en fait, de toute façon, tous les 2 mois, tu bosses sur des features différentes. Puis du coup, tu es obligé d'avoir des squads avec pas forcément que des gens full stack, mais en tout cas d'avoir toutes les compétences, toutes les technos de ton produit qui sont représentés dans chaque squad. Tu peux pas avoir des squads dédiés sur certaines technos. Non, effectivement. Alors pendant un petit moment, on vient d'arrêter ça, mais pendant 1 an et demi, on avait une squad de 2-3 personnes qui étaient dédiées au moteur comptable. Donc c'était quasiment que du back, 80%, même s'il y avait des outils internes qui généraient de la compta derrière, et qui nous a permis en fait justement de faire de la dette technique, de pouvoir rendre ça le plus simple possible, notamment dans le contexte de l'internationalisation, parce que quand tu veux internationaliser un produit avec des règles métiers très spécifiques, c'est assez complexe. Donc on a entamé ce chantier vachement avant de lancer l'Allemagne. Et maintenant, cette squad est devenue une squad produit full stack, on va dire. Donc, on n'a plus d'équipe à part. Mais peut-être que, justement, le rôle de ces staff engineers, de ces premiers contributeurs individuels qui ne feront pas partie de squad, sera de passer un petit peu plus de temps sur les sujets de scalabilité, etc., qui ne sont pas liés à des parties produits particulières. Et peut-être que si à un moment, en fait, on en a trop lié à la croissance de notre business ou à un type de produit, on aura une équipe à part. Il y a des boîtes qui fonctionnent très bien avec des équipes à part parce qu'elles ont des besoins spécifiques que nous, on n'a pas aujourd'hui. Okay. Avant de creuser un peu plus en détail la partie tech, j'aimerais revenir sur cette organisation des squads, cette structure des squads. Tu parlais du fait que tu veux que les gens puissent se bouger du jour au lendemain, même s'il y a un fort sentiment d'appartenance. Est-ce que vous essayez quand même du coup de forcer, je sais pas, tous les 4 mois, vous êtes en quadrimestre, du coup ça fait 4 mois, non 3 mois 4 mois, ouais. Toujours un doute entre les trimestres et quadrimestres, bref. Est-ce que du coup tu forces que tous les 4 mois, les squads changent un peu, que tu as un peu de rotation, ou tous les ans les gens changent de squad? Est-ce que tu essaies de forcer ça? Ou c'est juste une liberté et chacun le fait quand il veut? Alors, cette chose-là, c'était un peu mon rêve. Donc, j'avais demandé, je crois que c'était en décembre, justement, qui était prêt à changer d'équipe sur une échelle de 0 à 10. Est-ce que ça, vraiment, ils voulaient vraiment pas bouger de squad? Est-ce qu'ils étaient prêts à le faire, etc. Et disons qu'il y avait un sentiment d'appartenance trop fort pour que j'ose apporter ça, infliger ça à mon équipe, on va dire. Par contre, on a 2 mécanismes qui nous permettent quand même d'avoir plus de 2 mécanismes, mais on a quand même 2 mécanismes qui permettent aux gens de bosser avec des personnes en dehors de leur squad. Le premier, c'est des task force, c'est-à-dire qu'en fonction des chantiers produits, etc., on va avoir de la bande passante des fois disponible en back ou en front dans certaines équipes. On va regrouper du coup des gens ensemble pendant 2 semaines, 1 mois pour bosser sur des sujets spécifiques. Ça peut être des sujets produits qui ne sont pas dans les KPI qui sont dans les KPI des Impact Teams. Ça peut être sur des sujets de dette technique, des sujets d'amélioration technique, de scalabilité, etc., de migration, tout ce qui peut faire progresser les équipes. Donc ça marche très bien depuis plusieurs mois. Et ensuite, récemment, ce qu'on a commencé ce mois-ci, c'est de faire des rotations où des squads vont échanger chacun un dev, ou en tout cas des devs vont aller en immersion pendant 2 semaines ou 3 semaines dans une autre équipe et pouvoir du coup voir un peu quelles sont les différences d'une équipe à l'autre. C'est vrai, parce que chacune a ses rituels ou sa culture, on va dire, un petit peu propre, et en fait ça fait aussi beaucoup progresser. Ça permet aux gens aussi de récupérer des trucs dans leur équipe et de se dire tiens, on avait tel problème, eux ils font ça comme ça, on peut l'appliquer, quoi. Et donc ça, c'est pour l'instant, les retours sont assez positifs. C'est un vrai vie ma vie, quoi. Exactement. Et nous on l'appelle comme ça aussi d'ailleurs, on l'a appelé vie ma vie. Top. Alors donc du coup sur cette organisation, alors quand on m'a parlé de oui, tu as évoqué un truc que je trouve intéressant. Tu as dit que donc tu as évoqué le fait qu'ils sont vachement impliqués parce qu'ils bossent avec les business owners. Donc tu as cette côté de motivation sur le truc, mais tu as aussi l'aspect que tu touches à tout et que du coup tu touches à tous les aspects de toutes les technos, à tous les aspects de son application, ce qui est forcément aussi intéressant pour les devs.
C'est pas qu'il faut choisir, mais d'après toi, c'est quoi le truc des impact teams qui plaît le plus aux devs entre ces deux éléments, voire entre un troisième? Tu vois, est-ce que c'est le fait de pouvoir avoir cette réflexion très globale sur je veux améliorer un objectif, je veux pouvoir améliorer le business, tu vas avoir un impact, une conception et pas juste pisser la ligne de code, comme on dit, ou c'est le fait de pouvoir toucher à tous les technos et de voir vraiment absolument tout ce qui se fait dans la boîte? Ou encore un troisième? Je pense que c'est un peu les deux, mais c'est un peu une pyramide. C'est-à-dire que le plus important pour les devs, c'est d'être impliqué dans le process de réflexion produit, dans la stratégie, dans comprendre pourquoi est-ce qu'on bosse sur ces sujets-là, apporter ses idées. Et d'autant plus, c'est aussi super important pour la boîte parce que comme on a un produit super complexe, à cause notamment des complexités métiers, du fait qu'on commence à avoir 5 ans d'existence, etc., les devs sont parmi les mieux placés pour avoir l'historique en tête, proposer des idées, des améliorations, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis le début de la boîte, la diversité de l'équipe est super importante pour moi, que ce soit en termes de background académique, professionnel, etc. Parce qu'on a besoin d'avoir des devs qui ont une appétence business, une appétence produit et qui vont challenger le produit dès le début. Et donc ça, je pense que c'est assez indispensable, mais ça me semble même indispensable dans n'importe quelle organisation tech. Combien de devs ont quitté leur taf parce qu'il n'y avait pas de vision de produit ou qu'ils n'étaient pas assez intégrés? C'est assez énorme. Et avant même d'être en impact team, quand on était en feature team, les devs participaient aussi très tôt à l'élaboration de la solution de pourquoi on veut bosser là-dessus, quoi. Après, effectivement, c'est super stimulant de pouvoir bosser sur plein de parties de produits et de ne pas t'embarquer dans un truc où tu te dis pendant 9 mois minimum, je sais que je vais bosser que sur une partie du produit et je risque de m'ennuyer, quoi. Ouais. Ce que je trouve intéressant, ça me fait penser à un truc que j'ai vu, je crois que c'était ce week-end ou la semaine dernière. Parce que tu vois, tu évoques ce fait que tu touches absolument à tout. Et tu as envie de dire, ouais, mais tous les devs ont un peu leur prisme en fonction de leur spécialité et compagnie. Mais comme toi, tu as les squads qui sont multitâches, j'ai vu une conférence, je crois que c'était un mec d'Instagram qui racontait ça. Il dit en fait, à la base, quand tu mets la problématique du login dans une équipe, en général, qu'on met ça au côté sécurité, parce que tu as une notion de password, authentifier les gens, tu veux t'assurer que t'es pas d'une fuite d'informations, ce genre de choses. Quand quelqu'un perd son mot de passe, il va faire la procédure de récupération de mot de passe. Et quand il va arriver sur il reçoit l'email pour mettre à jour son mot de passe, il met son nouveau mot de passe qu'il veut, et là, tu as un message d'erreur qui te dit vous ne pouvez pas mettre comme nouveau mot de passe votre ancien mot de passe. Et du coup, le gars, il dit, en fait, ce qui est con, c'est que la personne, elle avait pas oublié son mot de passe, elle cherchait juste un moyen de s'en souvenir, tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand elle te met son ancien mot de passe, plutôt que de lui dire un message d'erreur, tu pourrais lui dire, en fait, c'est bon, tu peux rentrer, tu vois, j'ai ton email, j'ai ton bon mot de passe, en fait, rentre, c'est bon, t'es bienvenu. Et qu'en fait, quand tu changes justement le paradigme, en fait, et la vision de qui s'occupe de cette problématique-là et quel est en fait l'objectif final que tu veux atteindre avec cette solution, en fait, tu vois que tu peux réécrire des choses qui paraissent aujourd'hui évidentes. Tu vois, c'est une procédure de récupération de mot de passe. T'imagines pas qu'on va te loguer si tu mets ton ancien mot de passe, et pourtant, il y a des endroits où des gens y pensent en fait à ce principe-là. Je pense effectivement que tu as un peu ça d'arriver très souvent avec un œil nouveau sur une fonctionnalité que tu n'as pas faite et te poser des questions sur pourquoi ça a été fait comme ça, quel était l'historique dessus. Et donc, nous, on fait des buzz factors où justement les personnes qui ont bossé sur la fonctionnalité vont expliquer l'historique aussi bien d'un point de vue produit que comment ça fonctionne techniquement. Et ça nous permet du coup aussi, c'est vrai, d'avoir des regards nouveaux très régulièrement et d'améliorer du coup nos fonctionnalités, de les rechallenger. Après, c'est vrai que c'est assez un autre bienfait dont on n'a pas trop parlé, c'est par exemple, il y a une squad qui a sorti assez récemment une mailbox. Donc aujourd'hui, nos clients peuvent avoir un mail en mail.matera.eu et le but, c'est d'intégrer tous les échanges qu'ils ont avec des prestataires extérieurs à la plateforme sur le produit. Ça, c'est une feature qui est vraiment un enabler pour nous, c'est-à-dire que c'est pas juste la mailbox comme ça qui a de la valeur parce que on va jamais faire mieux que Gmail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'intégration de cette mailbox avec toutes les fonctionnalités pour rajouter de l'automatisation et de la simplicité. Pouvoir l'intégrer à ta banque pour faire des virements automatiques quand tu reçois des factures, ou pouvoir osériser les factures, pouvoir l'intégrer à tes assemblées générales ou à tes pages fournisseurs pour que tu aies plus d'informations, etc. Sauf que ça, c'est pas forcément cette squad-là qui va bosser dessus. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que te permet les Impact Teams, c'est que du jour au lendemain, tu peux lancer une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle partie du produit, voire un nouveau produit, et avoir du jour au lendemain 7 équipes qui vont l'utiliser
Là où je pense que dans des organisations en feature team, tu aurais probablement la squad qui aurait fait cette mailbox qui allait continuer à bosser dessus. Et donc, tu aurais finalement galéré avant que ta nouvelle feature game changer soit utilisée partout dans ton produit. Là où nous, au bout de 6 mois, la squad qui a bossé dessus fait une présentation à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser comme levier, quoi. Et c'est un peu pareil avec l'application mobile. Nous, aujourd'hui, notre but, c'est on avait une squad qui bossait historiquement que sur ça. Le but, c'est que toutes les squads soient autonomes aussi sur le mobile et qu'on puisse aller 2 fois plus vite sur ce produit, même si on l'a lancé 2 ans après 3 ans après le web. Et j'ai encore reperdu ma question qui était quand tu me parlais de c'était quoi l'exemple que tu avais juste avant? De la mailbox. La mailbox. Oui, en fait, sur une feature team, pour que tu aies une nouvelle feature, en fait, il faut que tu aies quelqu'un qui pense, il faut que tu aies, entre guillemets, quelqu'un dans la direction qui va imaginer une nouvelle feature, qui va la concevoir, et tu mets en place une équipe. Là où dans ta structure en impact team, en fait, tu as donné un objectif à une team qui est d'améliorer l'onboarding, l'inscription ou je ne sais quoi. Eux, du coup, peuvent créer naturellement des nouvelles features, et du coup, ils peuvent t'enrichir ton produit, ou du coup, tu as quand même un process en fonction de la taille du projet que ta squad va imaginer. Alors ouais, tu soulèves un point intéressant qui est que avec les impact teams, tu peux avoir tendance à vouloir faire des chantiers court terme qui vont impacter ton KPI directement et pas prendre des gros paris et lancer des features de 6 mois, faire de l'innovation qui va être game changer pour ta boîte sur du moyen terme ou du long terme. Et ça, en fait, cette culture de l'innovation, ça reste quand même très compliqué à garder. Et, on a encore 5 ans, donc je pense que ça va. Mais plus tard, ça va être d'autant plus compliqué que 95% de ton équipe, c'est des personnes qui sont pas là depuis le début, qui vont du coup forcément prendre un peu des pincettes parce qu'ils connaissent pas l'historique de ton produit, de tes fonctionnalités, etc. Donc ça, j'ai pas de solution sur comment est-ce qu'on fait pour garder l'innovation. Pour prendre l'exemple de la mailbox, c'était un sujet qu'on avait en tête depuis super longtemps. Et en fait, ces impact teams nous ont permis d'identifier le KPI qui était très problématique côté business, donc qui était la charge mentale ressentie par nos clients, et de se dire, OK, on sait qu'on se lance dessus, et c'est pour ça qu'il y a ces Product Strat Review tous les quadrimestres, et que ça va nous permettre de prioriser aussi des fois, de se dire, allez, là, c'est le moment de faire un pari, on va lancer un grand truc, on sait qu'on ne va pas mesurer l'impact directement, mais on y croit dur comme fer, donc on lance l'équipe dessus. Donc du coup, il y a quand même une décision, on va dire, managériale sur des gros chantiers que tu vas affecter à une squad ou non. Donc, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'en fait, les squads ont un certain... ils vont plutôt chercher des quick wins plutôt que des gros projets structurants, c'est ça? Alors ça, c'est un biais que tu peux avoir avec les impact teams. Tout le monde n'est pas comme ça, et il y a beaucoup de très bonnes idées qui ressurgissent. Donc j'ai pas constaté vraiment le problème chez nous aujourd'hui, mais je pense que c'est un des biais qu'on peut avoir avec, si je prends l'exemple du taux de conversion, on a réussi à trouver plein de chantiers comme réduire les prospects qui venaient pas en démo en leur envoyant des reminders, ce genre des leviers simples où là, du jour au lendemain, tu arrives à mesurer l'impact sur ton KPI, ce qui est extrêmement gratifiant et qui a énormément de valeur pour la boîte, quoi. Sur la charge mentale ressentie par les clients, c'est clairement un KPI qui bouge pas du jour au lendemain, qui est pas très volatile et qui met beaucoup de temps à mesurer. Et de manière générale, le NPS aussi, finalement, la satisfaction. Et donc, c'est sur ces squads-là où, en fait, tu vas un peu plus naturellement faire un taf un peu plus fort de discovery sur OK, c'est quoi les gros pains de nos clients? Ils ont peur de faire des bêtises, ils ont peur que ça prenne trop de temps, et où tu vas dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour drastiquement réduire le temps passé par nos clients à la gestion de leur copropriété? Et ben, si on fait une mailbox aujourd'hui, l'information elle est très décentralisée entre les 15 personnes du conseil syndical qui échangent par SMS, par WhatsApp, par plein de canaux différents avec des prestataires, des notaires, etc. Et nous, ça, c'est l'objectif. On va tout centraliser sur la plateforme. Il faut que tout passe par Matera. Comme ça, dès qu'ils ont le moins de sujets qu'à avoir avec la copropriété, ça passera par Matera. OK. Alors, du coup, pour creuser sur l'aspect un peu tech, est-ce que cette organisation t'oblige à certains choix sur ta stack techno ou sur la façon dont tu vas construire ton code ou sur les paradigmes que tu vas choisir ou les méthodes que tu vas choisir? Alors, l'une des contraintes, mais qui est en fait, je pense, quand même le seul moyen de scaler si tu veux monter une équipe tech and product assez conséquente, c'est que les équipes sont super autonomes. Donc ça, c'est très agréable et je le ressens beaucoup. Je sais que si demain, on a 25 squads,
les process de décision et les décisions seront prises par les squads, qu'il n'y aura pas besoin de me pinguer ou de pinguer les C-level dès qu'il y a la moindre chose à faire. Donc ça, c'est super appréciable. Mais du coup, pour que les équipes soient autonomes, il faut qu'elles aient les compétences pour être autonomes. Et donc ça force toutes les équipes à avoir un niveau full stack plus, c'est-à-dire à aussi toutes les squads doivent être autonomes sur la manière dont ils vont monitorer leurs features, dont ils vont faire de l'alerting, sur des sujets SRE par exemple, qui ne sont pas des sujets où généralement tu as forcément quelqu'un qui a les compétences dans chaque équipe. On veut aussi forcément que les squads soient quand même relativement autonomes sur du mentoring et le bon niveau d'expérience en front, en back, en mobile sur tes technos pour être capable de faire l'architecture de leur fonctionnalité, etc. Et donc, ça t'impose forcément de mettre en place du mentoring assez fort. Nous, aujourd'hui, c'est forcément, comme beaucoup d'équipes, un objectif de senioriser notre équipe parce que c'est compliqué de trouver des devs seniors. Donc, il faut mettre les efforts au bon endroit pour que ton équipe monte en compétences. Ouais. Est-ce que du coup, tu es sur une stack type React ou React Native pour que les gens fassent la même techno, qu'ils soient sur mobile, sur le web ou ce genre de choses, ou du coup, tu as une stack techno qui est encore très large? Non, ouais, c'est du React pour le web et du React Native pour notre application mobile, ce qui nous permet, de partager certains packages NPM, en tout cas de la logique de code, peut-être un peu plus métier par exemple, ou des best practices techniques entre le web et le mobile. Et puis surtout, ça nous a permis, là récemment, sur les derniers mois, de bouger 2 devs qui faisaient du web dans du mobile et qui du coup, quand on aura décidé que les squads devront être autonomes sur du mobile, ce qui arrivera bientôt, ça fait que tu n'es pas obligé d'avoir 2 devs mobiles et 2 devs web. Tu peux avoir des devs qui font la même, qui font les deux. Et ça, c'est assez important parce que forcément, d'un projet à l'autre, tu vas pas avoir la même bande passante en front et en mobile. Donc, si tu commences à pas avoir des personnes qui ont les 2 compétences, tu vas pas réussir à optimiser ton flow de production. Ouais. Est-ce que du coup, il y a eu au moment où vous êtes passé en Impact Team, donc tu nous as dit que vous étiez en Feature Teams avant. Est-ce qu'avant d'être en Feature Team, pardon, est-ce que vous êtes une autre organisation avant où les Feature Teams se sont créés à mesure que vous avez recruté? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a recruté très rapidement 10-12 devs. Enfin, on est passé à 10-12 devs en n'ayant qu'un seul couple Product Manager, Product Designer. Okay. C'est là où on a commencé à faire, entre guillemets, 2 équipes tech, mais sans avoir derrière les products directement, parce qu'eux, ils ont scalé juste après. Et très rapidement, on est passé de un couple PM Product Designer à 3. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir les problèmes classiques qui étaient, globalement, les products peuvent communiquer et faire des features pour n'importe quel dev. Et donc, les engineering managers, c'est eux qui vont prioriser. C'est eux qui doivent expliquer au product, attends, là, je fais une feature pour telle personne avant la tienne, etc. Et c'est là où tu as des vrais problèmes parce que c'est vraiment dans le cœur du métier des product managers de prioriser et d'avoir la main sur les sujets sur lesquels tu bosses. Et donc, c'est là où on a mis en place les feature teams. On avait des roadmaps produits, on va dire, qui étaient déjà assez clairs et qui étaient segmentables assez facilement. Et donc, on a mis de l'ownership, on a fait... dès les feature teams, on avait cette Triforce PM, Product Designer et Engineering Manager. Qu'est-ce qui a été compliqué du coup dans le passage de Feature Teams vers Impact Team? Alors le premier sujet, c'était la montée en compétence justement, parce que d'un coup, du jour au lendemain, tu avais quasiment toutes les équipes qui devaient bosser sur des fonctionnalités sur lesquelles ils n'avaient pas bossé avant. Donc la passation de connaissances, tous ces buzz factors, enfin tout ce qu'on pouvait faire pour faire en sorte que les équipes bossent efficacement. Et puis ensuite, c'est l'organisation de travail des squads, c'est-à-dire que ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, de voir comment est-ce que tu impliques, comment est-ce que les PM travaillent, comment est-ce qu'ils font leur discovery, comment est-ce que derrière ils en déduisent les streams et puis les initiatives tech que tu as envie de lancer, comment ils embarquent les devs du coup là-dessus, quels sont les rituels on va dire sur lesquels il faut pas qu'il y ait les devs parce que sinon ça va leur prendre trop de temps, et ceux sur lesquels il faut qu'il y ait les devs pour qu'ils aient la vision, qu'ils puissent participer, etc. C'était pas douloureux, mais c'est ça qui a mis un petit peu de temps. Donc quand on avait décidé, je crois l'été dernier, de mettre en place les Impact Teams, on savait qu'on faisait encore un trimestre où on peaufinait la méthode, etc., mais on restait sur l'ancien cycle et on transitionnait tranquillement. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit merde, on a peut-être fait un mauvais choix? Il y a des moments où tu t'es dit peut-être qu'on... Non, pour le coup, l'impact s'est vu très rapidement. Les seuls doutes qu'il y a eu, c'est que en Impact Team, du coup, tu dois forcément avoir
beaucoup les PM et les Triforce de manière générale, qui doivent être capables d'établir une stratégie, une roadmap. Donc, c'est des sujets qui sont un peu plus stratégiques, un peu plus long terme que le travail des Triforce dans d'autres équipes. Ce qui implique, déjà d'avoir peut-être un peu plus de seniorité sur ces rôles-là que dans d'autres équipes, mais surtout qui implique beaucoup de travail de discovery. Donc, globalement, pendant le premier mois, les products devaient faire un gros travail de discovery avec le business owner pour essayer d'avoir toutes les idées possibles et commencer à les creuser pour voir où est-ce qu'on pouvait mettre notre énergie. Et donc, dans certaines équipes, ça a mis un peu de temps à se lancer et on se demandait combien de temps ça va prendre avant qu'on arrive à atteindre notre rythme. Est-ce que et les doutes que j'avais moi, c'est que ça mette un mois de discovery avant qu'on arrive à se lancer. Et du coup, le mois d'après, ça marche pas très bien parce que c'est la première fois qu'on commence à bosser sur ce modèle. Et du coup, qu'il nous faille 6 mois avant d'être rodé sur ce modèle. Mais je dirais que dès le premier trimestre, on a senti, notamment parce qu'on avait vraiment une bonne stack data, que notre head of data nous avait rejoint 1 an avant et qu'on mesurait proprement nos efforts, que on mettait vraiment les efforts tech sur les sujets qui étaient les plus importants pour la boîte. Okay. Un sujet aussi important, il me semble. Donc, vous avez lancé ça en l'été dernier, donc ça fait quasiment 1 an que vous êtes dans cette structure-là. Comment, du coup, tu gères l'onboarding d'une nouvelle ressource ? Je pense que le plus important, c'est d'intégrer les devs le plus rapidement possible dans tous les rituels produits. On a un onboarding, disons encore une fois, donc j'en parle avec ce prisme CTO, mais les impact teams, c'est quelque chose qui impacte toute la boîte. Quand on fait des communications sur ce qui s'est bien passé sur le trimestre, sur nos résultats, etc., on parle des impact teams, des squads, des business owners, des chantiers qui ont été essayés, qui ont été faits, ce qui a marché, pas marché, avec bien sûr cette approche très data-driven. Donc, quand tu rejoins Matera, vu que c'est une méthode qui est quand même pas appliquée dans beaucoup de boîtes, tu es martelé par tous les rituels de la boîte sur cette méthode. Donc, finalement, tu l'assimiles assez vite. Et on met assez d'efforts dessus et c'est assez important. Et donc, après, c'est encore plus facile quand tu es dev de l'assimiler parce que tu es vraiment au cœur, en fait, des impact teams. Tu fais 1 mois, donc tu as ton monthly review, on va dire, où les products font le résumé des chantiers qui ont été faits, de l'impact que ça a eu et vas-y, où est-ce qu'on va maintenant ? Dès probablement les 2 premières semaines, tu fais déjà des design reviews où tous les rituels product ou design qu'on essaye de mettre en place pour que les devs soient intégrés tôt au process de réflexion produit. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème et c'est aussi parce que c'est plus un atout qu'autre chose en process de recrutement. On en parle beaucoup des impact teams en process de recrutement et ça attire beaucoup parce que tu as beaucoup de devs qui ont de l'expérience dans d'autres boîtes et qui ont des frustrations qui sont liées au fait que la vision produit est peut-être pas aussi forte que chez nous, tout est pas aussi peut-être structuré ou les devs sont pas intégrés aussitôt et donc finalement c'est que du bonheur, on va dire, pour les devs qui nous rejoignent et qui ont connu des environnements où il leur manquait peut-être cet aspect pour ceux qui sont pour ceux qui ont cette appétence, quoi. Ouais. Et le dernier truc, c'est que si tu regardes un peu, on n'a pas l'équipe tech, on va dire, la cliché que tu peux retrouver dans la tech. On a beaucoup de personnes en reconversion avec du coup des appétences business très fortes, d'autres vies avant le dev, en sales, en marketing, etc. Et donc forcément, c'est des personnes qui, day one, arrivent à avoir de l'impact sur la stratégie, sur la partie produit, ont une appétence exacerbée produit et business, et donc sont encore plus dans leur domaine, dans leur... je sais plus l'expression, mais sont encore plus... se sentent encore plus chez eux quand ils rejoignent la boîte. Okay. Et du coup, tu recrutes pour une squad en particulier à chaque fois, ou tu recrutes pour l'équipe tech et la personne après va choisir sa squad ou être sélectionnée par une squad donnée? Alors, j'essaye de ne pas recruter pour une squad en particulier parce que en 3 mois de préavis, tu as plein de choses qui peuvent changer dans une équipe. Potentiellement, on a changé le KPI d'une squad, on a bougé des personnes d'équipe. Donc tu veux dire en 3 mois de période d'essai plutôt? En 3 mois de période d'essai. Non, en 3 mois de préavis. Pendant qu'un dev nous a dit oui à accepter une de notre offre, il a son préavis dans son ancienne boîte. Pendant ces 3-4 mois, il y a plein de choses qui peuvent bouger dans notre orga et du coup, on ne veut pas créer trop d'attentes. Et je dirais en plus que ça a encore moins d'importance du fait que dans n'importe quel squad, tu peux être amené à bosser sur n'importe quelle partie du produit. Alors, c'est vrai que tu as des sujets sales, c'est pas forcément les mêmes que des sujets clients, que des sujets marketing. Des fois, tu vas utiliser des outils ou des technos un peu différentes.
Et donc, tu peux avoir des devs qui ont une appétence particulière, qui veulent à tout prix faire du produit utilisé par le client et qui ne veulent pas faire du site public ou de tout ce qu'on met en place pour maximiser notre lead gen, la partie marketing. Mais le plus possible, on essaye de recruter, de faire rencontrer à la personne plein de devs et de product. Et ensuite, quand elle arrive, on la staff en fonction des besoins. J'essaye désespérément de trouver des trucs négatifs dans cette organisation par Impact Team que je trouve absolument fascinant. Moi, j'adore cette idée de permettre aux devs d'être le plus impactant, mais d'avoir une capacité à agir sur plus de choses différentes, de pas faire que du dev, mais aussi de participer à la conception. Je trouve ça absolument génial. Du coup, je vais essayer une dernière fois de trouver un truc un peu difficile. Tu parlais tout à l'heure tu peux avoir ce cas avec des équipes qui se marchent dessus, même si c'est peu arrivé. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand même déjà arrivé. Parce que effectivement, t'as comme ils peuvent toucher à tout le temps, t'es pas à l'abri que t'aies une équipe qui casse un truc fait par une autre. Ça peut paraître bien pour l'une. Tu vois, tu auras des objectifs qui sont entre guillemets pas contraires, mais qui peuvent en tout cas se télescoper. Du coup, tu fais quoi? Tu fais de la médiation dans ces cas-là ou comment tu gères? Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a ces Product Strat Review, et c'est pour ça qu'on a des Head of Product qui passaient beaucoup de temps à réfléchir à l'orga, au KPI, à s'assurer que ce genre de situation se produit le moins possible. Mais oui, on a déjà cassé en prod des choses parce qu'on a bossé sur une feature qui avait été faite par une autre squad et on se disait mais en fait à quoi elle sert cette ligne, elle sert à rien, on l'a supprimée et en fait tu avais un edge case et une partie des clients du coup donc ça effectivement c'est déjà arrivé et on fait des post-mortem, on essaye d'apprendre là-dessus et on essaye d'être le plus spécifique possible quand on fait nos buzz factors pour se passer la compétence. Effectivement, ce genre de situation se produit peut-être plus avec les Impact Teams. Après, pour reprendre la question sur ton point initial, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des gros défauts sur cette méthode. Par contre, elle a énormément de contraintes. Elle a, ne serait-ce que ce que j'ai dit sur la contrainte d'avoir toutes les compétences dans chaque squad pour qu'elles soient autonomes, d'avoir peut-être plus de seniorité dans les équipes parce que au lieu de dérouler sur un pan fonctionnel, ils doivent être capables de réfléchir en transversal sur un problème business, sur ta roadmap 3, 6, 9 mois qui sont pas des sujets sur lesquels les products ou les Triforce bossent dans toutes les organisations. Et le dernier point, c'est que c'est peut-être aussi lié à notre recrutement ou en tout cas à l'importance du fait que les techs soient intégrés tôt au process de réflexion de produit, etc. Je pense qu'on atteint un stade où c'est plus compliqué de réussir à dégager du temps pour bosser sur des sujets techniques. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va avoir une track de contributeurs individuels des staff engineers qui ne seront pas dans des squads et qui auront du coup de fait un peu plus de temps dessus. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'évangélisation auprès des managers, via les chapters, auprès de toute l'équipe pour s'accorder du temps. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts aussi pour donner toutes les billes aux squads pour qu'elles soient honneurs complètes de leur scope. Et ça veut dire pas que de la qualité de code, mais aussi du coup du SRE, de la latence de leurs endpoints, de la réussite de leur parcours client, etc. Pour justement qu'on arrive à dégager du temps sur les tâches techniques. Mais c'est vraiment le prochain gros chantier, on va dire, les 2 prochains gros chantiers pour nous, c'est dégager assez de temps en tech. Les products sont en plus d'accord. On a le luxe d'avoir des products qui sont d'accord et qui ont envie qu'on passe aussi plus de temps sur de la tech. Donc, il faut juste mettre ça en place. Et l'autre sujet, c'est le mentoring parce que justement, il faut que les EM et puis tous les contributeurs montent en compétences sur un spectre un peu plus large de compétences. Ah, je vois. Tu nous as parlé aussi plusieurs fois du fait que vous avez une équipe où il y a beaucoup de gens en reconversion. Pourquoi ce choix en particulier? Alors, en fait, plus exactement, c'était pas un but en soi d'avoir des gens issus de reconversion. C'était plus le fit a toujours été super important pour nous en termes humains, mais en termes aussi avec le business et la manière dont on bosse. Et les devs ont toujours été intégrés super tôt au process de réflexion de produit. Ça a toujours été important. Et c'est devenu d'autant plus important quand on s'est rendu compte de la complexité du produit, de nos règles métiers, etc. Et donc, naturellement, il faut que les devs puissent challenger la manière dont on fait le produit, puissent
être en lien direct, si on veut être efficace, avec les équipes métiers, avec les sales, avec les onboarders, les CSM, et comprennent leur métier aussi, pour que, par exemple, faire du support, ce soit pas vu comme un truc chiant, mais que ce soit vu comme quelque chose où tu comprends vraiment la valeur ajoutée que ça a, etc. Et donc, naturellement, en fait, sur plein de profils qu'on a vus, sur des premiers qu'on a recrutés, tu en as plein qui avaient une forte appétence là-dessus, où on sentait qu'ils allaient dès le début challenger le produit, la stratégie, etc. Et qu'on a recruté parce que en soi, faire monter en compétence quelqu'un techniquement, on sait le faire. C'est juste que ça prend du temps. On ne va pas faire d'un junior un senior en un an, malheureusement. Ça prend du temps, mais on sait faire. Par contre, changer un peu la personnalité ou les appétences un peu plus humaines, les compétences humaines et de communication de quelqu'un, ça, on ne sait pas trop faire. On ne sait pas vraiment faire monter en compétence quelqu'un là-dessus. Donc, on recrute des personnes qui ont déjà ces compétences, qui ont cette appétence, cette envie de challenger le produit, d'être proche du business, de parler avec les équipes métiers, etc. Et de ne pas vraiment se retrouver comme ce qui peut être constaté dans certaines boîtes où tu as les products qui sont vraiment un rempart entre les devs et le reste de l'équipe. Mais pour être efficace, il faut que les devs puissent parler aux équipes métiers, puissent challenger tout ça et du coup, aient une bonne compréhension de ces enjeux. Ouais. Tu as aussi une incitation, entre guillemets, ou peut-être même une obligation à faire plutôt du DDD, du Domain Driven Design, ou pas spécialement? Alors oui, mais c'est pas vraiment standardisé. C'est-à-dire que je pense que l'équipe a assez peu entendu de DDD, même si naturellement, on a modularisé du coup notre produit et le nom des modules, c'est le plus possible des sujets produits. Je dirais que ça vient un petit peu naturellement. Ça vient aussi potentiellement de mon inexpérience, mais j'ai du mal à comprendre des fois comment on peut coder sans faire du DDD. Parce que finalement, ce que tu codes, c'est un besoin business, c'est un besoin produit. Donc, tu utilises ce langage-là, donc pourquoi pas l'utiliser aussi quand tu fais de la tech. Mais je pense qu'avec la structure, avec la taille, justement, c'est des sujets d'évangélisation où on va donner un peu plus de structure et de termes là-dessus. Ce qui me donne un petit peu un déclic sur le sujet, c'est que j'ai eu une formation de management que tous les managers de Matera suivent et qu'on a suivi aussi avec mes associés. Et où, en fait, il y a des moments où le formateur en fait mettait énormément de mots sur des situations sur lesquelles qu'on avait en tête, mais qu'on était incapable d'expliquer parce qu'on n'avait pas le vocabulaire, etc. Et juste avoir le vocabulaire, ça fait qu'on est vraiment... c'est beaucoup plus facile en fait de former quelqu'un dessus, d'utiliser ce vocabulaire avec Zone Manager, etc. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu pareil sur le DDD ou sur certains patterns tech que on fait en tout cas plus ou moins naturellement, alors pas au pied de la lettre si on n'est pas parti de la méthode, bien sûr, mais rien que le fait de mettre de la structure, du mot dessus, d'expliquer ce qui est, tous les enjeux autour, je pense que ça aidera beaucoup l'équipe. Ouais. Top, merci beaucoup Jérémy pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Plutôt espace, bien sûr. Plutôt espace. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je trouve ce fonctionnement en Impact Team absolument passionnant. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo ou sur Twitter ou sur LinkedIn, où vous voulez, le fonctionnement de votre équipe, ce qui vous y plaît ou ce qui vous y déplaît. Et on pourra voir comment est-ce qu'on peut vous aider tous à passer sur ce fonctionnement d'Impact Team que je trouve absolument génial. Je vous remercie bien évidemment de toujours continuer à partager ce podcast autour de vous. On multiplie un peu plus maintenant, de plus en plus, notre présence sur les différents réseaux. Je ne sais pas où est-ce que vous découvrez ce podcast, mais donc n'hésitez pas aussi à me le dire, ce sera toujours agréable. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.